Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette 4e partie. Enfin, je vais voir le bout du tunnel. Je vous remercie chaleureusement pour toutes vos questions. Je prends vraiment mon temps pour y répondre. C'est important pour moi d'essayer de comprendre votre question et d'essayer en live d'en faire le tour avant de passer à la suivante. Je vous remercie vraiment parce que la FAQ est encore mieux, elle est encore plus longue que la précédente, donc je garantis pas qu'on va essayer de battre le record pour la prochaine, mais je compte sur vous pour être au rendez-vous la prochaine fois, et je vous remercie encore une fois pour toutes vos questions sur le cinéma qui étaient dans l'ensemble intéressantes. Et maintenant nous allons continuer cette FAQ avec une nouvelle flopée de questions. Red Arima du forum du Hooper. Sa première question, c'est plutôt mon avis sur les critiques du film The Dark Knight Rises. Ces critiques par rapport à la mort de Marion Cotillard, ou à la fin à la Superman, ou par exemple toute cette scène dans la prison, ce genre de critiques. Ce film n'est pas parfait, ce film a de grosses incohérences. J'ai l'impression qu'avec ces questions, tu aurais voulu plus aimer le film, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que moi aussi j'aurais voulu peut-être plus, mais bon, il faut faire avec ce qu'on a. Par contre, la scène avec la prison, c'est très intéressant parce que la prison prend la forme du puits de Batman Begins. Donc c'est un puits géant dans lequel est Bruce Wayne. Et donc à ce niveau-là, je trouve que le concept même de ce type de prison est assez intéressant, mais c'est mis en scène peut-être pas d'une façon très épique. C'est immersif, mais ce n'est pas épique comme pouvaient l'être les Avengers. La caméra de Nolan, elle est très très lourde et donc il y a des choses un peu qui manquent de virevolter dans les airs comme on a pu avoir avec les Avengers. La mort de Marion Cotillard, à chaque fois que je passe l'extrait à quelqu'un, je disais « Ah non, mais c'est vrai que dans le film, c'était plus exagéré que ça ». C'est juste une déformation du fait qu'on l'ait vu au cinéma et que l'aspect comique qu'on a vu au cinéma est réduit quand on le regarde sur un petit écran. Les critiques sont là, mais après on les accepte pas, ça ne changera pas le film, donc vaut mieux avancer et en garder les meilleurs souvenirs, plutôt que de ressasser « Ah, la mort de Marion Cotillard, ah, la fin, le deuxième il était mieux ». Faut pas rester dans les critiques négatives du film. Tous les films, tous ont des choses intéressantes à nous montrer, même les nanars. Bon, les critiques sur ce film, ça va, ça vient, j'ai envie de dire. Seul l'avenir nous dira si ce film fera date ou non dans l'histoire du cinéma. En tout cas, la trilogie de Nolan fera date, ça c'est sûr. J'enchaîne avec ta deuxième question, une question plus globale. Penses-tu qu'Allociné offre un bon aperçu des critiques professionnelles ? Allociné, c'est déjà à la base un recueil de fiches créées par des internautes. Et les internautes, ce ne sont pas des professionnels. Donc d'emblée, moi ce site, si je cherche des critiques ou des trucs comme ça, professionnels, c'est pas chez Allociné que je vais chercher. Et il y a bien des critiques professionnelles, mais c'est juste une phrase ou deux. Positif ou les cahiers du cinéma, c'est vraiment des professionnels. Donc ce sera peut-être quelque chose d'assez élitiste, d'assez pointilleux, mais au moins eux, on peut les qualifier comme des professionnels. Allociné, c'est juste des critiques de personnes comme ça, du quotidien. C'est comme IMDb, c'est exactement la même chose, les systèmes de vote. Donc pour moi, ça peut donner un bon aperçu de critique, mais pas forcément de critique professionnelle. Même si c'est bien écrit et qu'on pense que c'est des professionnels, mais en fait non. Il y a une chose très simple pour voir si c'est professionnel ou non, c'est a-t-on le droit de les citer en source dans les travaux universitaires ? Allociné, c'est pas encore le cas. IMDb, on peut, parce que IMDb a cette dimension professionnelle et ce prestige professionnel que n'a pas Allociné. Donc pour moi, si je devais chercher des critiques, ce serait plutôt sur IMDb et sur les sites des journaux qui sont reconnus, que ce soit français ou étranger, que sur site Allociné, voilà. Ensuite, as-tu souvenir de films au cinéma où tu t'es particulièrement ennuyé ? Dernièrement, j'ai regardé 4h44, Le dernier jour sur Terre ou un truc comme ça de Abel Ferrara. C'est vrai que j'ai regardé ma montre. Autrement, il y a je crois le haut de Hurlevent de Buñuel où je me suis très très ennuyé. Ça, c'était dans une salle de cinéma. Là, c'était un peu des cas de force majeure, mais je sélectionne toujours mes sorties au cinéma. Donc, il y a très très peu de chances que je m'ennuie à mourir en regardant des films dans la grande salle.
T'est-il arrivé de partir dans la salle avant la fin du film ? Non, jamais. Non, je suis jamais sorti de la salle avant que le film soit terminé. As-tu vu Garbage Pail Kicks the Movie ? Déjà le titre c'est bien marrant. La Nostalgia Critique l'a cité, un film qu'il détestait le plus. Il en a vu des navets, es-tu d'accord avec lui ? Je pense ce film doit se disputer la première place avec The Room. J'ai pas vu ce film dont tu parles, mais j'ai vu The Room et The Room c'est vraiment nul. Non, moi je suis vraiment pas pour enchaîner aussi avec ton autre question suivante. Je suis pas du tout nanar. Je regarde pas Nanarland je regarde pas des nanars, on va dire exprès. J'ai déjà des films qui sont réputés sérieux, qui sont des véritables nanars. Donc moi j'ai pas besoin de voir du vrai nanar. En plus on voit très bien comment ça fonctionne. C'est du studio à gogo, ces espèces de lumière comme si on était dans une discothèque et des gens qui jouent comme des pieds. Voilà, ça s'arrête là. Donc moi je vois pas l'intérêt de gaspiller mon temps à regarder des nanars. Voilà. Pour enchaîner tout de suite avec ta dernière question, quels sont les films dont tu ressors toujours enthousiaste, en joie et inspiré ? Il cite des exemples pour lui comme Die Hard 3, Gremlins 2, Doberman, voilà, des films de fou. Moi, je crois que quand tu parles de films duquel je ressors toujours enthousiaste, moi je te dirais des films comme Sister Act ou comme Pretty Woman. Pourquoi ? Parce que ce sont des films qui présentent un inconnu qui nous est totalement inconnu et de cet inconnu on va faire un apprentissage pour le maîtriser, le faire sien et finalement après ne plus avoir peur de cet inconnu. Je crois que l'exemple qui m'avait le plus marqué, c'était justement Pretty Woman, où il y a cette prostituée qui doit découvrir le monde, le grand monde de la bourgeoisie, des bonnes manières, et elle est aidée par plein de personnes, par le maître d'hôtel, par son chéri, Richard Gere et tout ça. Et c'est vraiment un récit d'apprentissage, mais qui est extrêmement positif, dans lequel aussi bien le personnage principal que le spectateur est extrêmement guidé, et bien sûr beaucoup de gens, dont moi, on adore être guidé, on adore être cadré, aussi bien dans la vie que dans un film. Et je trouve que justement cette expérience est très positive parce qu'on suit l'évolution et la prise d'indépendance et l'apprentissage de la personne en même temps. Donc il y a quelque chose de très positif qui se dégage à la fin du récit d'apprentissage. Je crois que ce sont ces films-là qui, pour moi, inspirent plus la joie et l'enthousiasme. Après, je parle d'une certaine façon d'être enthousiaste. Je pense que toi, tu veux dire les films, voilà, qui sont géniaux, qui sont cool, ou des trucs comme ça, ou des films un peu fous et qui font du bien. Oui, à cela, oui, il y a beaucoup de films d'action, mais bon, je les oublie vite. L'espèce de bonne humeur dans lequel ils m'ont plongé. Alors que des films comme ça, dans lesquels tu apprends quelque chose et dans lesquels tu vis vraiment avec le personnage et à la fin tu es vraiment comme le personnage, tu as vaincu tes peurs, de genre quelqu'un qui est super timide et pendant tout le film il va se battre contre ça et à la fin il y arrive. Ça c'est des films qui t'emmènent haut parce que tu apprends avec la personne. C'est très très fort émotionnellement. Et du coup, moi je suis presque plus enthousiaste par rapport à ces films-là. Voilà, ces films d'apprentissage que sont également des films un peu pourris, comme Bienvenue chez Ch'ti ou Intouchable. Mais ce sont des films qui ont marché parce qu'ils sont dans cette logique-là, de monde inconnu qu'on va découvrir et qu'on va apprendre à aimer. Et c'est tout à fait ça. Et ces films sont d'une grande fraîcheur, d'une grande joie à la fin. Et moi, je suis quand même sensible à ça, même s'il y a beaucoup de films de ce style-là que j'aime pas pour la forme ou parce que c'est trop cliché, mais c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Je te remercie Red Harryman de m'avoir posé toutes ces questions. Je vais enchaîner avec une autre personne. Alors ensuite, une question de Sally Hubbs qui m'a posé une question depuis Facebook. Je voudrais avoir ton avis sur l'évolution des relations amoureuses dans les films. Sur le même sujet, selon les époques, le film est-il un témoin de notre société ? Alors absolument, le film est un témoin de notre société, c'est bien pour ça qu'il y a des sociologues, j'allais dire des socialistes, des sociologues qui font des études de cinéma. C'est qu'à travers les films, on a des éléments de la société, de l'époque du film, qui sont présentés dans ces œuvres cinématographiques. Donc bien sûr, les relations amoureuses, en fonction des périodes, en fonction des pays, sont montrées dans les films, voilà, et on a des informations sur comment
on voyait les relations amoureuses à l'époque. Bien sûr, il s'agit pour la plupart de films de fiction, donc il y a un côté romancé, exagéré dans certains cas. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais l'évolution des relations amoureuses dans les films, on peut très nettement la remarquer. Ça commence avec quelque chose d'assez pieux avec un X, hein, n'est-ce pas? Moi je pense au film La Talente, qui est un film français, je crois des débuts des années 30 si je me trompe pas, où nous avons une relation amoureuse sur un bateau. C'est très très réel finalement, et assez lyrique certaines fois. On balance entre le lyrisme et le réel dans ces années-là. Et il y avait bien sûr aux États-Unis le code Hays, qui était un code de censure. Donc il y avait tout ce qui était la sensualité, tout ce qui était les corps, tout ça devait être censuré, ça ne devait pas exister à l'écran. Donc finalement, ce qu'on voyait dans les films, c'était pas forcément ce qui était vraiment dans la société à cette époque-là. Et puis après, dans les années 60-70, on a eu la libération sexuelle. Eh bien, nous avions eu également la libération sexuelle dans les films. Ça forniquait dans tous les sens dans les années 70. Et bien sûr, dans les années 80, il y avait aussi une sorte de libération avec les images aussi publicitaires qui mettaient en avant aussi la sensualité et la sexualité. C'est une suite logique de la société que nous retrouvons dans les films. Ça, ce n'est pas dissociable, c'est indissociable. Après, il y a des relations amoureuses qui sont complètement différentes dans les autres pays. Je pense surtout à la Chine ou le Japon, qui sont assez distancés. Quand on voit comme ça des films japonais ou chinois, les relations amoureuses, c'est très très... il n'y a pas des espèces de grands élans sensuels ou sexuels entre l'homme et la femme là-bas. C'est très très pieux, spirituel, voilà. Donc c'est dans la société de ces pays-là, et c'est également dans les films, bien entendu. Après, ça dépend des catégories de films, parce qu'il y en a qui jouent plus sur les relations réelles, conflictuelles, et d'autres qui jouent sur le côté sexy, donc ça n'a plus rien à voir. Après, je crois que la nouvelle tendance qu'on pourrait voir dans certains films, c'est les relations amoureuses entre hommes et femmes qui sont distancées par l'environnement numérique. Ça peut être super intéressant avec tout ce qui est conversation de portable, tout ce qui est internet. À cela, je vous incite à regarder le film Ben X, qui est un film incroyable sur quelqu'un qui a, on va dire, des problèmes psychologiques et qui essaie d'avoir des relations humaines et normales avec des personnes, mais en même temps qui est amoureux de quelqu'un qu'il connaît seulement d'internet. Donc c'est super intéressant, et ça, je pense, c'est les rapports de l'avenir entre l'homme et la femme. C'est les rapports réalité virtuelle. Tout ce qui est les films comme Simone avec Al Pacino là, qui crée une star virtuelle. Des films comme ça. J'ai vu beaucoup de films comme ça qui parlent de relations amoureuses, mais je sais pas si je suis bon pour t'en parler comme ça, mais il y a une évolution claire et nette entre quelque chose qui est un peu tabou, qui est vraiment entre l'homme et la femme, et on n'en parle pas aux enfants et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, je ne veux même pas imaginer à quel âge on commence les relations sexuelles. Hein. Aujourd'hui, c'est complètement fou. Hein. Mais c'est du fait qu'on en parle, je dirais, un peu trop, et que c'est très voyant dans notre société. Hein. Quand on sort dans la rue, là j'essaye de faire mon vieux traditionnaliste conservateur et il faut pas parler de sexe aux enfants ou des trucs comme ça, me fait espèce de vieux grigou quoi. Non mais c'est un peu ça, moi je suis un vieux grigou, hein. Je suis derrière mon PC là, un peu comme un ermite qui a des pensées des années 50 par rapport à certains sujets comme la sexualité, mais non c'est pas mais je trouve il y a un côté un peu exagéré aujourd'hui par rapport aux années 50 qui étaient très romanesques. Tous les films de sentiments qu'on a des années 50, les comédies musicales et tout ça, c'était sensuel, mais c'était pas sexy. Voilà. Et je crois que les années 70 ont créé un lien qui a après amené à la femme sexy des années 80 et ainsi de suite. Je crois que il y avait quelque chose dans les années 70 où on a eu un transfert. Là, je parle pas vraiment des relations amoureuses, mais plutôt statut de la femme. Hein. Mais je crois que dans les années 70, on a eu une espèce de transfert, de libération totale qui a amené après
l'utilisation du mot sexy. Voilà, elle est sexy. Elle n'est plus glamour, elle n'est plus sensuelle, elle n'est plus belle, elle est sexy. Voilà, maintenant ce mot, on l'a sur toutes les bouches, le mot sexy. Et justement, le mot sexy, il y a le mot sexe dedans, donc c'est déjà plus un rapport amoureux, mais un rapport sexuel et corporel. Donc il y a aussi les années 70, ça a créé un lien vraiment avec maintenant ce qu'on a dans notre société. Par rapport aux relations amoureuses, c'est plus direct. Je sais pas exactement en fait, on s'embarque pas dans des questions compliquées aujourd'hui, ça va assez vite. Aujourd'hui on a moins droit à l'erreur, j'ai l'impression. C'est une impression, hein, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression qu'on a moins droit à l'erreur par rapport aux relations qu'on peut avoir avec la femme, par rapport à avant où les deux personnes, aussi bien l'homme que la femme, étaient assez gênées et donc le rapport se faisait beaucoup plus lentement. Et aujourd'hui c'est plus rapide, parce que notre société est beaucoup plus rapide, surtout avec le numérique, tout ce qui est portable et tout ça. On veut la réponse tout de suite. On veut pas revoir l'autre pour reparler avec... Non, ça va beaucoup plus vite. Et je pense que dans les films, c'est à moitié voyant ce côté-là. C'est pour ça que quand je disais que les films reflétaient en partie ce qu'il y a dans la société, c'est vrai. C'est vraiment une exagération et il y a une partie qui est vraie, qui est palpable, une vérité générale, mais dans le particulier, le détail, je pense pas que à ce niveau-là des relations amoureuses ce soit quelque chose qui transpire de la société de l'époque. Il s'agit de la relation amoureuse dans un film vue par un réalisateur qui a eu peut-être des expériences étranges, des expériences bizarres, peu communes. C'est très difficile que je te donne comme ça un avis sur l'évolution des relations amoureuses puisqu'il s'agit à chaque fois de relations amoureuses vues par à chaque fois une personne différente qui avait vraiment une sensibilité. Des fois ça se sent dans les films, une sensibilité toute particulière par rapport au couple qu'il mettait en scène. J'espère que j'aurai quand même répondu un petit peu à ta question, hein. N'hésite pas à me le dire, hein, ou à peut-être me reposer une prochaine question pour la prochaine FAQ qui est peut-être un peu plus précise, mais je te remercie pour me l'avoir posée. Alors nous voici pour cette dernière ligne droite de la FAQ, mais je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un avec moi, Sam. Bonjour Sam. Bonjour. Alors on va attaquer les dernières questions de cette FAQ, enfin. Alors Sam, tu es prêt ? 3, 2, 1, let's fac. Alors Sam, je crois que tu as une question, je t'en prie. Donc ma question était la suivante. Dans l'empire des youtubeurs cinéma amateurs, donc je pense au Ciné Raté, à Elvis, voilà. Quel est celui qui a le plus de succès ? Et d'après toi, pour quelle raison ? Alors le plus de succès, tu veux dire le plus d'abonnés ou de vues ou de... Je parlais Parlons économique, abonnés, vues, argent, voilà tout ça quoi. Femmes, entre autres. Femmes, fans. Pour moi, il y en a deux, mais il y en a un qui est plus légitime que l'autre. Le premier, pour moi, ce serait Matt Data Critique. C'est un youtubeur qui avait commencé vraiment en faisant des critiques de films, des trucs de 4 minutes tout mal fait, vraiment tout mal fait, hein, avec vraiment un son de merde, faut dire ce qui est. Qui maintenant fait des critiques qui sont assez bien. Ça reste quand même un mec qui a beaucoup d'abonnés, il doit en avoir peut-être 1500, je suis pas sûr, mais il doit accumuler quand même plus de 2 millions de vues. Donc ça fait quand même du monde. Il a fait aussi des critiques polémiques sur... attends, c'était quoi ? C'était Le ciel, les oiseaux et ta mère. Ouais. Il a complètement détesté le film et t'as des gens, non, c'est un super film et tout ça. Faut aussi créer le buzz. Hein, il faut, voilà. C'est ce que vous cherchez tous. Et le deuxième, qui fait des émissions sur le cinéma, mais dont le succès, je trouve, n'est pas totalement légitime, c'est le cinéma du Randall. C'est un étudiant d'une école de cinéma, le SEC, qui fait des émissions sur le cinéma, des critiques et des dossiers. Et déjà, rien que le titre des dossiers, ça veut tout dire. C'est pourquoi j'ai raison et que vous avez tort. Déjà, l'ego surdimensionné de ce mec. Mais c'est aussi que ce gars fait des parodies. Des parodies, pas forcément de films. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui suivent ces parodies, qui se sont abonnés à son actualité de film. Donc, il y a une énorme partie de ses abonnés qui ne sont pas... Ils le suivent parce que c'est lui, et pas parce que c'est le travail de cinéma. Après, tout le monde est intéressé par le cinéma, mais il n'a pas commencé son travail de cinéma depuis le néant. D'accord, il a une base de fans. Des parodies. Voilà, des parodies. Donc je trouve que
Metacritic, son succès, il le mérite plus parce qu'il est vraiment parti de rien. D'accord. Voilà. D'accord. Alors ensuite, il y avait une question de film, à moins que t'aies d'autres questions encore. Non, pour le moment. Ah ouais, si t'en as encore, n'hésite pas. Ça va peut-être venir entre temps. D'accord. Alors ensuite, une question de film Coco infini. Que penses-tu du rachat de LucasArts par Disney? Alors c'est vrai, c'était une grosse question, mais moi j'y réponds en retard un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'on peut me demander mon avis, il n'y a pas de souci. Ce que je pense de ça. Excusez-moi. De toute façon, ce sera coupé au montage. Ou pas. Moi, ce que je vois, c'est que Disney, ils se sont pris une gamelle avec John Carter. Ils pensaient vraiment partir sur une nouvelle, on va dire une nouvelle saga. Et bien sûr, une nouvelle série de films qui vont leur apporter de l'argent. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. C'est de la science-fiction. Du coup, ils ont racheté Lucasfilm pour avoir, on va dire, un pendant à leur échec commercial qu'est John Carter. Donc, ils ont pris Lucasfilm pour faire les Star Wars pour pallier, on va dire, la fausse route, la fausse piste qu'est John Carter. Et pour confronter, parce que là, je crois que le plus gros souci de Disney, c'est la Warner, parce que en gros, pour moi, il n'y a plus que deux grandes majors, c'est la Warner et Disney. Enfin Disney, Blue Vista, et à la limite Sony qui englobe Columbia, la MGM, la Fox elle est un peu hors jeu parce qu'elle sort pas assez de choses, elle est pas assez voyante. Mais vraiment entre la Warner et Disney, c'est les prises de position, hein, c'est assez violent. Et la Warner qui a DC Comics, qui va sortir le Hobbit parce qu'elle va pas faire la faute deux fois. Elle avait refusé la première fois tout ce qui était Seigneur des Anneaux, grave erreur. Du coup maintenant la Warner, elle saute sur l'occasion avec le Hobbit. Ils sont tranquilles jusqu'en 2014. Et en 2015, hop, ils enchaînent Justice League. Après, le rachat même, parce que là je parle du contexte économique du pourquoi éventuel, je veux dire, moi ce qui me gêne c'est que Lucas veut dire... il veut pas mourir avec son secret dans sa tombe. Alors moi je trouve que c'est une idée assez romantique de je vais mourir avec mon projet, avec mon œuvre et tant que je suis là, on n'y touche pas. Et le mec en fait il en a rien à foutre quoi. Il l'a vendu ouais. Et pour quel prix il l'a vendu aussi? Je crois que c'était une somme assez énorme. Il a vendu donc pour 4 milliards son bébé comme tu dis. Mais la question c'est, ils ont déjà vu un échec avec John Carter. Il y aura forcément des gens qui vont aller voir les Star Wars, le 7, le 8, le 9, c'est un public effectivement qui va être... parce qu'il y a une attente de toutes les générations, aussi bien des personnes qui ont vu la trilogie des 4, 5, 6, que celles qui ont vu plus dans notre génération les 1, 2, 3. Donc il y aura forcément des gens. Mais est-ce que les 4 milliards d'achats sont rentabilisés par rapport au nombre potentiel de vues? Moi je me pose la question parce que 4 milliards c'est quand même des sommes mais ahurissantes quoi. Est-ce que c'est Lucasfilm ou... C'est LucasArts je crois. Donc ça englobe jeux vidéo, je crois qu'ils vont tout racheter. Ok, alors là, jeux vidéo, produits dérivés, ils sont tranquilles. Quoi. Déjà, faudrait vérifier cette information. En tout cas, oui, effectivement, dans le cas où ils ont tout racheté, même les jeux vidéo. Pour 4 milliards, je pense qu'ils ont raflé tout quoi. Bien sûr, Disney, ils achètent Lucasfilm pour faire des films sur Star Wars. Il y avait J.J. Abrams là qui a été nominé enfin. Alors qu'il avait dit il y a quelques mois qu'il n'était pas intéressé parce que c'était un trop lourd fardeau. Il semblerait que ce fardeau soit un peu moins lourd tout d'un coup. Le cachet qui doit aller avec aussi, il n'a pas dû plus supporter la pression d'autant de zéro derrière un seul chiffre. Non, c'est n'importe quoi ça. Tu vas voir, ça va être un prix colossal, ça va être totalement numérique, il y aura juste les acteurs dans des fonds verts, ce sera pas... Faut pas croire que ce sera révolutionnaire, je veux dire au niveau de ce qu'on avait vu avant, ce sera le même déferlement numérique, ce sera 98% de ce que vous avez à l'écran en numérique, il y aura juste quelques acteurs, c'est tout. Ce sera un peu moins gnangnan, je pense que c'est une modification notable qu'on aura par rapport à Lucas. Tu veux dire univers plus sombre? Personnage plus sombre? Oh non, pas plus sombre mais moins gnangnan. C'est-à-dire parce que franchement, les personnages Jar Jar Binks, des raccourcis psychologiques, le côté très simple de la psychologie des personnages. D'accord. C'est très... Tu penses qu'ils vont creuser ça en profondeur? Star Wars, c'est pour les enfants. Oui, c'est des histoires très simples. Quand même pas pour les gosses. Pas pour les gosses quand même. Il y a... je sais pas. C'est des histoires classiques que tout le monde connaît, une princesse en danger, les combats de sabre laser. Comment ça rentre dans les intrigues de pouvoir entre les différentes... entre l'étoile noire, après les alliances avec les gens, puis après qui se retournent et tout.
y a quand même des trucs. L'alliance qui se retourne. Non, mais C'est-à-dire, il y a l'étoile noire et l'alliance. Point final. Ouais, quoi. mais après, dedans, il y a d'autres sous-peuples et tout, et on en parle aussi, donc. Mais les sous-peuples, ils font partie de l'alliance ou de ceux de l'étoile noire. Ça Ah reste oui, des alors, gros si camps. Tu vois quoi. ça en pack, effectivement, ça Oui, reste. c'est manichéen. Ouais, c'est Non, mais je veux dire, ne manichéen, oui. confonds pas la structure narrative du truc, qu'est-ce qui est présenté, et l'univers esthétique, la faune qui est à l'intérieur, de l'emballage esthétique pour nourrir l'univers. John Carter, c'était aussi la même chose. Il y a des structures narratives qui sont super simples et il y a un univers voilà, pour nous former ça, voilà, pour nous présenter en beau papier cadeau. Star Wars, c'est aussi ça. C'est des structures super classiques au niveau des enjeux, des personnages qui véhiculent une certaine idée, voilà, le mal et tout ça, ou le bien incorruptible, et le reste. Alors je pense on aura tout ça, mais ce sera moins... ce sera un peu moins simple. Ce serait con qu'Abrams essaye de faire exactement le même type de film que Lucas, alors qu'on est dans une période qui ne s'y prête pas du tout, une période de crise. Il faut quand même penser à la dramatisation. Si c'est que dédramatiser, alors ça va pas aller. Il va jouer sur l'aura que les gens vont énormément se déplacer juste parce que c'est le nouveau Star Wars. Et j'ai envie de dire voilà, c'est pas forcément parce qu'il va être bon, mais c'est parce que quoi. Non mais tu peux affirmer de manière à peu près sûre que le jour de la sortie du film, ça va être à la hauteur de la sortie et de l'attente qu'ont pu avoir un Avengers. La menace fantôme, c'était un truc de fou la menace. Pour rester dans Star Wars, c'était un truc de fou la menace fantôme. Tout le monde attendait la menace fantôme. Voilà, ça va rester, ça va être ça, mais ça va être amplifié parce que là on a une vision globale sur les deux trilogies et sur l'histoire du bout 1 au bout 6. Donc là, recréer quelque chose en restant dans l'univers alors que l'histoire est terminée, enfin c'est un peu, je sais pas, c'est quelque chose. Moi je sais que j'irai le voir au cinéma. Moi aussi, mais est-ce que tu penses qu'il le prévoit pour 2015 ? Tu penses qu'en 2 ans c'est trop juste ? Est-ce que c'est trop juste ? Au niveau développement, tout quoi. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte qu'ils sont dans leur logique effectivement de se projeter et de se dire voilà on va se faire un paquet d'argent formidable avec ce film et avec ce sera le cas, cette trilogie. Ils vont effectivement essayer de le sortir au plus tôt selon leurs finances quoi. Ils ont un gros défi parce que si le premier est considéré comme mauvais, je sais pas si les gens y suivront. Et moi je sais qu'en tout cas si le premier je le trouve mauvais, j'irai boycotter le 8 et le 9. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie qu'il soit mauvais. Moi j'ai envie que Disney se casse la gueule avec cette espèce d'ignominie de vouloir racheter, d'essayer d'être une méga corporation qui a je sais trop combien de maisons de production à sa botte. Et en plus s'attaquer à une série de films aussi mythique, d'oser se permettre déjà de le racheter à son propriétaire original. Il l'a accepté. Ils lui ont pas racheté des mains. Hein. Ouais, enfin, quand tu donnes tellement d'argent, le mec, il sait même plus quoi faire. Ouais. Mais je veux dire, de penser qu'ils pourront faire mieux. Bon, ils pourront sûrement faire mieux au niveau des intrigues et tout ça, mais de faire quelque chose d'aussi porteur dans l'univers et tout ça, de penser à un seul instant, je trouve c'est vraiment prétentieux. Moi, je pense pas quel que soit le scénariste ou le réal. Je pense pas qu'ils le rachètent en ayant l'idée de faire mieux que. Je pense qu'ils savent très bien que pour les gens qui ont vu les films et qui aiment Star Wars, il a pas intérêt à être moins bien parce que non, voilà. Mais je sais, ça on est d'accord. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils sont dans une espèce de marge très très floue parce que les vrais fans de Star Wars, les gens qui ont vu les Star Wars et qui connaissent un peu l'univers et qui ont aimé l'univers des 2 trilogies de George Lucas, ils vont avoir beaucoup d'attentes par rapport à ce film et finalement, forcément qu'on va le trouver moins bien. On peut le prédire, je pense, aujourd'hui. Moi je me vois mal sortir du 8 et me dire oh mais putain il y a plein de nouveaux trucs, voilà parce que putain quand c'est sorti Star Wars les 4, 5, 6 c'était nouveau, il y avait des trucs qu'on ne voyait pas, il y avait tout ce qui était sabre laser on n'avait pas vu avant pratiquement, plein de choses qui ont émerveillé le public et qui ont créé effectivement le mythe en fait autour de ce film. Mais là on a tellement vu de choses déjà avec tous les effets numériques, après c'est la même logique, peut-être que moi je me dis voilà on a vu tellement de choses déjà avec les effets numériques qu'on pourra pas en voir d'autres, qu'on pourra pas être impressionné par d'autres effets numériques encore plus forts ou encore plus puissants. Donc à voir quoi, mais moi j'irai le voir parce que c'est quand même un événement et c'est parce que je pense que voilà moi c'est ma petite sensibilité et j'aime bien tout ce qui va être SF et tout ce qui va être aventure et l'univers de Star Wars aussi, le retrouver ça peut être cool au cinéma. Mais je m'attends pas à quelque chose je m'attends pas à un grand film du tout et je vais aller parce que entre guillemets parce qu'il faut y aller mais d'une manière un peu défaitiste quoi. Genre je vais voir un film qui va pas m'enchanter.
D'accord. Et j'espère me tromper. Ensuite, une question de Mad Max de donc hooper.fr. N'as-tu pas peur de te lasser dans le cinéma, surtout à force de voir tant de films? Bon, déjà, je vais peu au cinéma, donc pour moi, le cinéma, ça reste une expérience, j'ai presque envie de dire mystique, d'aller dans la salle, d'être plongé dans le noir. Moi, je veux garder cette expérience, donc je veux pas que ça devienne une expérience trop banale. Donc, je vais très peu au cinéma, donc ça me lasse pas par rapport au cinéma, mais par rapport au visionnage de films, encore une fois, si le film il est bien fait, ce que je ressens sur mon petit écran d'ordinateur, eh bien c'est juste un effet qui sera démultiplié par 10 dans la salle de cinéma. J'ai pas l'expérience d'avoir vu un film sur ordi et après l'avoir vu au cinéma par la suite, donc là je pourrais pas vraiment prouver ce que j'avance. À faire, ah oui, à faire, absolument. Il faudrait que je vois Upside Down et qu'après que j'aille le voir au cinéma. Carrément. Mais toi, tu peux te lasser un moment? Bah, mais moi, au niveau du cinéma lui-même, moi j'adore aller au cinéma. Le problème, c'est que voilà, c'est cher le cinéma. Le cinéma, quand tu payes 10 € ta place et que t'es étudiant, bah tu vois ton film et après tu pleures. Donc la question se pose, mais après au niveau des films visionnés devant mon ordi, j'ai ces moments aussi parfois où avec le téléchargement on a tellement de choix qu'il y a un moment où je me décourage et je regarde aucun film parce que j'arrive pas à me décider, à faire mon choix entre 2 films, entre 3 films, entre 4 films. Et c'est là le problème, parce que quand t'es au cinéma, moi quand je vais au cinéma ça se passe comme ça. Je regarde la liste des films, j'en choisis un selon ce qu'en pense le public, selon ce que j'en ai entendu parler, selon la bande-annonce que j'ai vue. Et puis après quand j'ai payé ma place, j'y suis et je me fais tout le film et voilà. Alors que quand je suis devant mon ordi, quand un film me gave, je l'arrête en plein milieu et je passe à autre chose. Alors que je laisse pas le temps au film de se finir et de me donner un avis général à la fin en fait. C'est le souci de cette idée de se lasser en fait du cinéma en règle générale quoi. Mais tu vois, il parle carrément de peur de se lasser, donc presque une crainte que par la suite je ressente plus rien du tout. Ah. Et ça c'est carrément, tu vois, c'est vachement fort quand on y pense un petit peu à la question. Une peur, non, ce sera juste moins courant. Et c'est vrai que maintenant c'est moins courant. Mais par contre quand ça arrive, c'est pas mal hein. Et des fois j'arrête des fois je regarde des films sur mon ordi, j'arrête volontairement le film pour reprendre mon souffle et après repartir. Ce qu'on fait jamais au cinéma bien sûr, parce qu'on n'a pas le contrôle, mais des fois moi c'est tellement intense ce que je ressens que je me permets de faire une pause avant de repartir. Donc non, ce sera moins courant, mais j'aurai toujours des sensations, je suis pas une espèce de machine, quoique des fois j'ai l'impression. Moi hein. je le connais, je peux vous dire c'est une vraie machine hein. Non, j'aurai toujours des sensations par rapport, même si je regarde plein de films des fois d'affilée, mais non, ne t'inquiète pas pour ça mon cher Mad Max. Ensuite, une question de Tom Mioche de Facebook. D'après toi, la science-fiction risque-t-elle un jour d'atteindre ses limites quant au scénario possible vis-à-vis de l'évolution de notre monde réel? En 1927, Fritz Lang avait imaginé une ville avec des gratte-ciel de tous les côtés, une femme robot, des exploitants et des exploités. Aujourd'hui, on a des villes avec d'énormes gratte-ciel. On a des robots. Quoi qu'on en dise, les robots, on en est vraiment pas loin. On a même au Japon, on a des profs qui sont remplacés par des robots. Parce que là-bas, ils sont vraiment au niveau de la biomécanique. Voilà, au niveau de la biomécanique et de la robotique, ils sont au top. Et les exploitants et les exploités, on n'a jamais été autant là-dedans. Avec les complexes industriels chinois où tout le monde fait le même boulot. Comme dans le film, hein, exactement. Et ça, c'était en 1927. Aujourd'hui, on imagine des robots qui sont capables carrément de nous ressembler comme deux gouttes d'eau. On imagine de la réalité augmentée, comme dans Matrix. Des mondes virtuels, les voyages dans l'espace, l'espace très loin. Les grandes. La NASA projette un voyage sur Mars en 2017, je crois, ou en 2015. Il y a le temps, mais c'est déjà des très très longs voyages et c'est des choses qui vont peut-être être réalisables. On sait pas dans le concret, mais quand je regarde un film comme Prometheus par exemple, où on voit un personnage, le personnage, je sais même plus comment il s'appelle. David. Le robot. Ouais, David. Quand on voit David. Robots humains et quand on voit des robots au Japon qui vont bientôt accueillir les malades, les transporter dans leur lit d'hôpital et gérer tout un suivi qu'une infirmière ne pourra pas gérer, quand on voit qu'on sert de bateaux de robots pour faire des opérations
de choses dans ce genre-là, c'est plus du tout du domaine de la science-fiction, ça devient totalement réel. Donc tout ce qu'on imagine aujourd'hui, je pense que ça arrivera un jour parce que l'humain l'humain ne peut pas imaginer des trucs qui vont pas se réaliser. Il y a tellement de trucs qu'on a imaginé il y a 30, 40 ans. Très simplement, dans le Retour vers le futur, le skate de Marty qui lévite, ça existe déjà, on appelle ça les supraconducteurs. C'est des espèces de petits machins métalliques qui lévitent à quelques millimètres et qui bougent, et on s'en sert dans l'industrie déjà. Donc au niveau d'un skate, je sais pas, mais c'est des choses qui existent au niveau théorique et qui marchent. Donc à partir de là, je me dis que tout est à peu près possible. Effectivement, on n'atteindra jamais au niveau des scénarios les limites de notre monde réel, dans le sens où aujourd'hui, si moi j'écris un scénario de science-fiction avec mes propres idées, j'imagine que dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, et peut-être qu'on verra ça pleinement ancré dans la société. Exactement, dans la société. Tout ce qui est monde virtuel, monde réel, ça, il y a en quelques décennies, on y sera pleinement dedans. Hein. La réalité augmentée, j'avais vu une vidéo incroyable de Google qui proposait des lunettes. Les Google Glass. Les Google, voilà, Qui exactement. sortent dans un an, au prix de 1300$ sans faire de publicité. Oh putain, ouais, bien sûr. Non, mais c'est super intéressant comme concept. Hein. Ce sont donc des lunettes qu'on met comme ça sur le visage et ça permettra d'avoir des informations dans votre vue réelle. C'est-à-dire qu'on sera devant un bâtiment, et bien Google nous indiquera quelles sont les entreprises qui sont dans ce bâtiment. On nous indiquera la température de l'extérieur, on nous indiquera est-ce que par exemple le dentiste qui est au rez-de-chaussée est ouvert, plein d'indications comme ça qui seront affichées dans le réel. Et il ne nous en faudra pas beaucoup pour passer le pas et être dans une nouvelle réalité, une réalité virtuelle. Et là on sera vraiment pas loin de ce que nous prédit Baudrillard, c'est-à-dire une espèce de surréalité. Voilà, donc je veux dire, il faut juste laisser le temps faire et aussi l'argent parce que toutes ces technologies coûtent bien sûr de plus en plus cher avant qu'elles deviennent communes, parce qu'à un moment ça va basculer. C'est comme tout. Les ordinateurs avant ça valait le pot des fesses et maintenant franchement il y en a qui font un boulot correct et qui sont tout à fait abordables. Oui. Donc il y aura un basculement à un moment sur le domaine public, voilà, et après on va basculer sur des technologies encore plus pointues. Maintenant certains soldats américains sont équipés, comme on peut l'imaginer des fois dans des jeux vidéo, dans certains films, d'exosquelettes pour bondir encore plus loin, courir encore plus loin, supporter des charges supplémentaires. Donc on arrive à des choses comme ça du futur qu'on voit dans des films de série B mais qu'on vit vraiment aujourd'hui. Donc ce qu'on imagine en film comme ça maintenant, ou des modèles de voitures ou des trucs comme ça, dans le futur ce sera le cas. Bien sûr, peut-être pas tout, parce que la technologie au laser, les pistolets laser, ou le voyage dans le temps, c'est des concepts qui font extrêmement fantasmer, mais ça va prendre soit un temps, mais on sera tous morts avant que ça arrive, ou alors c'est juste du fantasme et qui nous fera justement continuer à avancer dans des voies de la technologie et de la science. Effectivement. Et pour finir, c'est pour te le dire à toi pour que tu saches, le voyage dans le temps, ça existe. Non, ça n'existe pas justement, mais ça s'inscrit dans quelque chose qui se passe qu'aujourd'hui, dans les théories scientifiques, tu sais qu'on disait que la vitesse de la lumière c'était 344 000 kilomètres par seconde, parce qu'on n'avait pas trouvé, et là au CERN on a trouvé qu'il y avait une particule qui allait encore plus vite, et qu'en fait chaque théorie scientifique elle est viable jusqu'à ce qu'une autre théorie la contredise et fasse évoluer les choses, et fasse évoluer les techniques, et fasse évoluer tout ce qu'on a parlé. Tout ça s'enchaîne à partir de la physique, et c'est un point... Quand tu parles de la lumière, ils ont réussi à capturer le mouvement de la lumière, à filmer le mouvement de la lumière. Avec des caméras, tu vois, des trucs qui font tout au ralenti. Tu vois la lumière se déplacer, c'est incroyable. Hein. Ah oui, mais maintenant on a la technologie et ça nous permettra d'aller encore plus loin ensuite. C'est l'évolution, Morpheus, l'évolution. Hein. Ensuite, les questions de Vincent depuis Facebook. Penses-tu que l'année 2013 risque de suivre une baisse de régime par le fait que beaucoup de grands films sont sortis avec très peu d'intervalle de temps? Tu sais que les studios programment leurs films des fois jusqu'en 2016, alors que nous sommes qu'au début 2013. Donc ça, tu peux rêver. Les grands studios programment leurs blockbusters bien à l'avance, avec des fois d'éventuels changements de temps, mais ça reste tout programmé. Après les petits films
s'ajoutent au fur et à mesure. Après les films français, nous on ne se projette absolument pas dans l'avenir. C'est un peu, franchement, à part 1 ou 2 films super attendus, genre La Belle et la Bête de Christophe Gans, tout le reste, ça va venir, mais on sait pas quand. Tout est programmé, il faut pas croire que en 2013, il y a rien, quoi. Ils se calent pour couvrir toute l'année, mais en même temps, il y aura toujours chaque année des gros films de chaque majors, parce que les majors doivent être représentés chaque année et doivent rapporter de l'argent par rapport à la majors adverse, parce que c'est quand même des adversaires. Ouais. Ils forment un tout, c'est-à-dire Hollywood, mais en même temps, ils doivent rapporter plus d'argent que les autres, parce que les autres, voilà, c'est un peu les ennemis à battre en quelque sorte au niveau économique. Hein. Donc, je veux dire, ils sont là tout le temps, quoi. Mais après, avec différents blockbusters sous différents titres. Par exemple, il y aura Man of Steel et il y aura The Hobbit. On voit pas trop le rapport, mais Man of Steel et The Hobbit, c'est la Warner, voilà. Il y a beaucoup de films comme ça, de gros blockbusters qui, en effet, sont à très peu de temps d'intervalle, mais ils sont pas forcément tous de la même maison de production. Skyfall, c'était de Sony. Amazing Spider-Man, c'était de Sony. The Dark Knight Rises, c'était de la Warner. Et Marvel, c'était de Disney. Donc ces 3 maisons de production, ou de distribution plutôt, qui sont antagonistes. Ils s'en foutent que ça soit à l'intervalle, c'est celui qui va essayer de prendre le plus. D'ailleurs, vous avez Amazing Spider-Man, ça en était vachement bien sorti. Il avait fait plus de 700 millions ouais, quand même, hein. Ah ouais, de dollars, il avait bien. Moi je croyais qu'il allait se latter, moi je voulais qu'il se latte. Parce que franchement, il ne le mérite pas. Hein. Carrément, il le mérite pas. À part, il y a un plan. Il y a un plan inspiré. Il y a un plan. Un plan. Lequel? Le plan en vue subjective. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ou le plan de la grue aussi. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont coupé, ces connards. Non, par contre, effectivement, dans ce film, il y a un truc très déconcertant. Il vous file une bande-annonce, et il y a une scène dans la bande-annonce qu'on voit pas dans le film. C'était quoi? La scène où, tu sais, où on le voit lui sur un lit, et il y a sa meuf à côté, la bonasse là. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle. La bonasse. Non, mais enfin, tu vois, la blonde. Emma Stone, excusez-moi. Je m'emporte. Emma Stone, qui est à côté, comme ça, et qui lui sort une réplique du style mon père en a après toi, et il lui répond t'inquiète, j'ai l'habitude. Enfin bref, une scène un peu frime grave, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va la voir, ça va être le moment drôle et tout. Le fait qu'on laisse passer une bonne annonce avec une scène qui sera pas dans le film, ça m'avait fait chier au niveau de ce film là. Et effectivement, la scène inspirée de Mirror Edge où on le voit en caméra. Ah ouais, ça c'est à la classe quoi, quand même. Ouais, en caméra subjective, en train de bouger. Sony, ils ont sorti 2 films, des gros machins. Hein. Men in Black 3 aussi est issu de Sony. Il a marché ? Il a marché, ouais. Bon, il a coûté super cher, mais c'était de la merde. Ouais. C'était grave de la merde. Ouais, j'ai pas du tout aimé, moi. Moi, je sais que je me suis endormi dans la salle. Ouais. J'ai fait un papillon. Quand le mec il vient, quand le méchant. Le méchant il est bien quand même. Ouais, le méchant est bien. Mais quand, à partir du moment où il revient dans le monde réel, je crois que j'ai eu un petit moment d'assouplissement et je me suis endormi jusqu'à. Il est très bizarre. 20 dernières minutes. Il est très bizarre comme film. Je voudrais en faire une critique, mais je sais pas, j'ose pas. Non, mais le problème c'est. Mais tu en as fait une déjà, non? Non, j'ai pas fait de critique, j'ai fait une analyse. Non, mais à chaque fois, non, mais c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je dis, ouais, il y en a qui se gourent, non, ils sont bien écrits. Non, je fais des analyses. Non, mais maintenant tu fais des critiques aussi. Oui. Non, mais c'est plus simple de faire des critiques que des analyses. Critiquer, c'est plus simple qu'analyser. Voilà, quoi qu'on en dise. Prends ça dans ta gueule et que ta critique. Voilà. Ensuite, une question du forum du Hooper de Highlander. Je me demandais qu'est-ce que tu pensais de l'ambiguïté de plus en plus forte entre le cinéma et le jeu vidéo, puisqu'on voit le jeu vidéo reprenant des techniques que fait le cinéma, allant même jusqu'à une mise en scène réelle avec des acteurs et non travaillée par ordinateur, mais qu'en même temps on le voit de plus en plus que le cinéma s'intéresse aux jeux vidéo. Ces 2 univers différents doivent-ils se démarquer l'un par rapport à l'autre ou exploiter les meilleures qualités que peut offrir un média par rapport à l'autre? Non. Comment ça non? Non, c'est pour faire chier, t'inquiète. C'est pour faire chier, d'accord. Juste j'aurais pu dire oui ou peut-être. Sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, finalement, ils vont s'approcher de plus en plus, puisque les réalisateurs vont être de plus en plus jeunes, bien sûr, et donc influencés par les jeux vidéo. Donc ça forme un tout. Ça forme aussi un tout esthétique, puisque ces réalisateurs ont proposé des adaptations de jeux vidéo. Je crois que l'adaptation de Assassin's Creed est en partie commencée. Par exemple assez saisissant, pour le choc des titans,
de Louis Leterrier qui était sorti je crois en 2010. Louis Leterrier, il est allé voir la Warner avec le jeu God of War pour présenter aux producteurs ce qu'ils voudraient faire comme esthétique. Et finalement, à la fin du film, avec le Kraken, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des plans dans lesquels Perseus, avec son Pégase, passe entre les tentacules du Kraken. Ces quelques petits plans, ces fractions de minutes, correspondent totalement à des sensations de joueurs de jeux vidéo qui doivent éviter des espèces de choses qui arrivent comme ça dans l'écran, comme dans une phase de jeu. Donc ce sont des éléments issus de jeux vidéo, des mécaniques de jeux vidéo qu'on retrouve pleinement dans certains films récents. Dans The Amazing Spider-Man de Mark Webb, il y a un plan vers la fin assez étrange où on est en caméra subjective, totalement inspiré du jeu Mirror Edge, où tu te déplaces en fait donc d'immeuble en immeuble et tu sautes partout pour échapper en fait à des bad guys. On peut transposer vraiment les deux scènes. Donc après, Mark Webb, je crois qu'il vient de la publicité. Donc après, c'est sûr qu'on aura des petites séquences comme ça sûrement dans les films à venir, surtout dans les blockbusters, des choses comme ça qui sont un peu nouvelles qui vont arriver. Quelques exemples, mais c'est vraiment un sujet d'étude qui pourrait être gigantesque. Mais là, c'est l'inverse. Les cinématiques de jeux vidéo. L'apport du cinéma au niveau de ces structures de scénario. Mass Effect, ça c'est un scénario à la Star Wars, hein. Disney peut en prendre de la graine, hein. BioWare ils ont fait un boulot formidable, hein. Metal Gear Solid 4 avec Liquid et Snake en haut du sous-marin, mais alors là quand on commence à parler et à se battre, alors moi j'étais devant un film, mais vraiment. C'est ça. Et dans Diablo 3, on a eu une cinématique de promotion qui contextualisait l'histoire, qui était proche d'une bande-annonce de cinéma, et plus les moyens techniques vont avancer, plus on va rejoindre à ce niveau-là, plus les jeux vidéo vont s'inspirer, en tout cas au niveau de leur cinématique. Inversement, le cinéma va de plus en plus s'inspirer de mécaniques de jeu, de sensations d'interaction, d'univers visuel du jeu vidéo pour créer ces scènes d'action, pour créer ces environnements et tout ça. Dans le Choc des Titans, ça respecte une structure de niveau. Avec, on passe en enfer, après il y a un niveau, après on remonte en haut, il y a une espèce de boss, une espèce de monstre là avec son épée, après on passe encore un niveau, et le Kraken c'est le boss final, et dans la colère des Titans c'est exactement la même chose, le boss final étant le Chronos, l'espèce de monstre de lave. C'est soit souvent les esthétiques des plans séquences, tu sais, très spectaculaires, soit des côtés clips, ça oscille entre les deux en ce moment. Doivent-ils se démarquer ? Moi je dirais que oui, parce qu'il faut quand même pas mélanger deux univers à part. Je veux dire, le jeu vidéo c'est le jeu individuel et le cinéma c'est de la consommation de masse. Il faut quand même voir ça aussi, même si c'est aussi une expérience individuelle. Et esthétiquement... Moi, je serais moins universitaire que Valérian là-dessus. Sors-moi un truc critique, populaire. Sois populaire. Sois populaire. Je vais être populaire et je pense qu'il faut être un tout petit peu moins extrémiste que notre ami universitaire c'est présent. Et je pense qu'effectivement, ils peuvent s'apporter des choses très intéressantes et que moi, en tant que spectateur, personnellement, ça me dérangerait pas de voir un film au cinéma quand c'est bien fait et quand il y a des bonnes idées, totalement inspirées d'un jeu vidéo, totalement inspirées de l'univers d'un jeu vidéo et totalement construit comme un jeu vidéo, parce que si c'est bien fait, ça me fera le même effet. Si c'est bien fait, ça marchera et je vais aimer. Donc je me dis que tant qu'on peut avoir de nouvelles choses, allons voir ce que ça donne. Et puis si c'est mauvais, ça sera une expérience à ne pas refaire. Mais si c'est bien et qu'il y a des idées et que ça marche, que demande le peuple? Est-ce que tu as encore d'autres questions ou Que nous réserve Synthfiles pour 2013? De survivre. Déjà parce que bon, j'ai dû refaire YouTube, mon compte YouTube, donc j'espère que maintenant c'est bon et qu'on va me lâcher la grappe et que au niveau des copyrights, que ça va bien se passer, que j'aurai le temps de nourrir ma chaîne régulièrement, peut-être pas tout le temps, mais régulièrement, et de continuer sur une bonne lancée, de rencontrer des gens fort intéressants. Et de continuer mes analyses et tout ça. Mais c'est plus une continuité que des espèces de grandes révélations, événements. Moi je veux terminer des projets, hein. Une autre question pour finir, caramel ou chocolat? J'extrairai le sucre du caramel, mais je prendrai pas le caramel ni le chocolat. Merci. Voilà. Alors sur cette question de merde, on a terminé la FAQ enfin au bout de 4 parties, c'est pas trop tôt. On a enfin terminé, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, de suivre mon travail. Je te remercie Sam d'être venu pour participer à cette 4e partie. Avec plaisir.
Pour terminer, j'ai envie de vous dire que vous avez la classe de me suivre tout ce que je fais, d'avoir suivi aussi cette FAQ complètement épique. Vous pouvez avoir encore plus la classe en vous abonnant à ma chaîne. On se dépêche, on s'abonne. Non, on essaie de faire de la promotion à 2 balles, mais bon. Ça marche, vous avez intérêt. Sinon, je viens vous tuer dans votre sommeil. Ouais, donc. Ben moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, je vous dis bonne journée et bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Allez, salut!